Qui a envie de vivre jusqu'à 100 ans? Si c'est pour finir épuisé, fragilisé, avoir des douleurs, être isolé avec un corps finalement qui n'est plus vraiment le nôtre et qu'on ne reconnaît plus, je pense que ça n'intéresse personne. Ce que veulent mes patientes, c'est pas seulement vivre plus longtemps, on parle beaucoup de longévité. Ce qu'elles veulent vraiment, c'est pouvoir monter les escaliers 2 marches par 2 marches sans être essoufflées, porter des courses hyper lourdes, avoir une belle peau, tonique, se sentir belle, dormir d'un sommeil réparateur et également ne pas prendre 10 kilos dès la périménopause en se disant bon, bah, de toute façon, j'y peux rien, c'est l'âge, c'est ce que m'a dit mon médecin. Elles veulent voyager, travailler, aimer, bouger, se sentir vivantes, vivre leur passion pleinement. Bonjour, je suis le docteur Saketti, médecin esthétique et micronutritionniste, et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qu'on voit toutes les semaines en consultation, le vieillissement, qui commence souvent bien avant ce qu'on appelle la vieillesse. Parce que, en vérité, la majorité des personnes ne vieillit pas brutalement à 60-70 ans. Elles commencent à perdre du muscle, à avoir un moins bon sommeil, moins d'énergie, une stabilité métabolique altérée dès 40, 45, 50 ans. Et très souvent, on va leur dire, c'est là qu'on leur dit, c'est normal, c'est vos hormones, vous êtes stressé, c'est l'âge où ça va passer. Il faut accepter de vieillir. Et j'en passe. Alors déjà, normal, ça ne veut pas dire optimal. En termes de longévité, de santé, c'est important. D'autre part, on est en 2026, on ne devrait plus entendre ce type de discours. Il y a une énorme différence entre ne pas être malade et être en possession de tous ses moyens en santé optimale. La médecine classique, elle est excellente pour dépister les maladies graves et les traiter. Mais sur la prévention, sur l'hygiène de vie, on a encore des améliorations à faire. Elle n'a pas été pensée pour ça. Donc, pour rester forte, mobile, avec une bonne clarté mentale, autonome et désirable le plus longtemps possible, également, on a des solutions. Et c'est exactement là où la médecine un peu plus préventive a sa place. Pas une prévention vague, vraiment de la prévention précise, adaptée à chaque personne. Quelque chose de concret qui va s'adapter à l'hygiène de vie, aux hormones, à l'âge, au métabolisme. Aujourd'hui, je voulais qu'on voit 5 points importants, 5 piliers, on pourrait les appeler comme ça. La mobilité, le mouvement, le muscle, les protéines, le sommeil, mais également les émotions, la santé émotionnelle. C'est vraiment pas une vidéo motivationnelle, hein, c'est une vidéo plus stratégique avec des outils plus pratiques de ce qu'on peut mettre en place pour optimiser sa longévité. Beaucoup de femmes arrivent en consultation avec cette phrase: je peux plus faire de sport parce que j'ai mal au dos. Ou bien, non, j'ai arrêté les squats, docteur, parce que j'ai mal aux genoux. Ou j'essaye de ne pas porter trop lourd, de peur de me blesser, notamment au niveau lombaire. Alors bien sûr, on respecte la douleur. Il ne s'agit absolument pas de forcer sur une douleur présente, inflammatoire ou autre. Mais il y a une idée hyper importante à comprendre. Dans beaucoup de douleurs chroniques, l'absence de mouvement aggrave et entretient le problème. Lorsque les muscles sont moins sollicités, le muscle y perd en force. Et quand l'articulation est moins mobilisée, elle perd en amplitude. Donc un corps qui n'est plus entraîné ou moins entraîné, le cerveau interprète aussi que le mouvement est de plus en plus dangereux. Et là, progressivement, on entre dans un véritable cercle vicieux. J'ai mal, donc je bouge moins. Je bouge moins, donc je laisse la sarcopénie s'installer, je perds du muscle. Je perds du muscle, donc mes articulations sont moins soutenues. Et si mes articulations sont moins soutenues, j'ai encore plus mal et je finis par croire que mon corps est fragile. Mais dans beaucoup de cas, c'est pas que le corps est fragile, c'est qu'il est désentraîné. Et c'est clairement pas la même chose. La fragilité, elle impose d'éviter certaines choses. Le désentraînement, il impose de reconstruire. Après 40 ans, il ne faut pas penser le sport uniquement comme un moyen de brûler les calories. Ça, c'est vraiment une erreur fréquente. Le mouvement, l'activité, ça devient un véritable traitement anti-âge. Ça améliore la sensibilité à l'insuline, ça c'est lié au tour de taille.
Ça soutient la santé cardiovasculaire, ça aide à préserver la masse osseuse, mais ça améliore aussi l'humeur, ça protège la mobilité et surtout, ça entretient ce qu'on appellerait vraiment une réserve de santé fonctionnelle optimale. Cette réserve fonctionnelle, c'est ce qui fait la différence entre deux personnes, deux femmes du même âge. Une femme tombe, elle va fracturer, elle récupère mais elle perd confiance, elle sort moins, elle décline progressivement. Une autre femme tombe, elle récupère, elle se relève, elle reprend sa vie plus vite. C'est pas uniquement une question de chance, c'est pas uniquement une question de volonté, c'est bien souvent une question de muscles, d'équilibre, de mobilité et de préparation, d'entraînement. C'est pour ça que l'objectif, c'est pas seulement de faire du sport pour être mince, pour sa silhouette. L'objectif, c'est devenir cette femme qu'il est difficile de faire décliner, même avec l'âge. Mon deuxième point, c'est la sarcopénie, c'est le muscle. Après 40 ans, le muscle, ça l'est déjà avant, mais encore plus, c'est l'organe de la longévité. C'est pas esthétique, c'est pas quelque chose dont on parle uniquement en salle de sport, c'est pas un caprice pour votre silhouette. Le muscle, c'est un organe métabolique. Il va capter le glucose de l'alimentation, il va améliorer la sensibilité à l'insuline, il soutient la posture, il protège vos articulations, il participe, il conditionne même la dépense énergétique de repos et il aide à prévenir la perte d'autonomie. Et pourtant, c'est probablement l'un des organes, peut-être même l'organe le plus négligé chez de nombreuses femmes. On va parler beaucoup du poids, on parle du gras, on va parler du ventre dès la périménopause. On parle rarement de masse musculaire, c'est rarement dans les objectifs de la population. Or, à la périménopause et à la ménopause, avec les fluctuations et la baisse des oestrogènes, beaucoup de femmes observent une modification de la composition corporelle. Pas forcément une prise de poids importante, mais plus de gras, moins de muscles. Elles mangent pas forcément plus, elles font pas forcément moins attention, mais elles perdent de manière régulière du muscle. Elles stockent plus facilement, elles récupèrent moins bien et elles ont l'impression que leur corps les trahit un peu, ne répond plus de la même façon. C'est là que beaucoup se trompent finalement de stratégie en réduisant les calories, en s'affamant, en faisant encore plus de cardio, en se mettant dans le rouge en fait. Elles sautent le petit-déj, elles mangent une salade à midi avec une toute petite quantité de protéines, elles prennent un yaourt le soir et elles espèrent que le corps comme ça va déstocker en étant vraiment en mode famine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un corps qu'on met dans un état de stress comme ça, un corps sous-alimenté, stressé, avec une diminution de la masse musculaire et qui dort mal, ça devient pas plus tonique, ça devient, au contraire, ça met en place des stratégies d'économie d'énergie. Le corps est ralenti, il se fatigue, la perte musculaire, elle est accentuée et bien souvent, il stocke encore plus facilement. C'est pour ça que je répète souvent, après 40 ans, l'objectif, c'est pas de manger moins, c'est pas non plus de bouger plus. L'objectif, c'est de construire un corps qui consomme et qui récupère. Et ce corps-là, il tient dans le temps. Donc, la musculation, elle n'est pas optionnelle après 40 ans. Quand je dis musculation, je ne parle pas forcément de soulever 100 kilos. Je parle de résistance progressive, des squats adaptés, des fentes adaptées, du gainage intelligent, des tirages, différents exercices avec des charges progressives, des exercices aussi au poids du corps, mais des exercices avec des haltères, des élastiques ou avec des machines à la salle. Ce qui compte, c'est d'envoyer des signaux au corps et d'envoyer un message clair. J'ai besoin de cette masse musculaire, il faut en construire. Parce qu'on est capable d'en construire malgré tout à tout âge, même si c'est un peu plus difficile avec le temps. Le corps garde ce qui va lui servir et va abandonner ce qui n'est pas utilisé. Donc si vous ne vous entraînez pas, vous allez perdre du muscle. Troisième pilier, du coup, les protéines. Ça, c'est un point vraiment important, surtout chez les femmes. Et c'est une erreur hyper fréquente. Je vois énormément de patientes qui pensent manger suffisamment de protéines. Et quand on regarde vraiment leur journée, c'est clairement pas le cas. Et l'appétence pour les protéines diminue également avec le temps. Un café le matin, un fruit ou deux biscottes, une salade avec un peu de fromage par exemple le midi, un plat hyper léger le soir. Parfois elles me disent mais je mange sainement. Et c'est le cas, elles font plein d'efforts. Alors elles mangent sainement, oui, mais manger sainement,
c'est pas forcément manger suffisamment pour préserver ses muscles, voire même pour construire de la masse musculaire. Avec l'âge, le muscle, il devient moins sensible aux signaux métaboliques de construction, ce qu'on appelle l'anabolisme, la résistance anabolique. En clair, pour stimuler correctement la synthèse musculaire, il faut souvent un apport protéique plus important, plus clair, mieux réparti et associé à un entraînement, ça je vous le disais, de résistance. Les protéines seules, elles ne vont pas suffire. La musculation seule non plus, s'il n'y a pas un apport protéique suffisant. On va vraiment limiter les résultats si on n'a pas les deux. Et je voudrais insister sur ce point, les protéines, c'est pas uniquement là pour faire du muscle. Les protéines, elles participent à la sensation de satiété, au fait d'être rassasié, à la réparation des tissus. Ça participe à l'immunité, au bon fonctionnement de nos enzymes, de nos neurotransmetteurs pour le cerveau, à la qualité de la récupération aussi. Une femme de 40 ans qui veut préserver sa silhouette, son énergie, sa masse musculaire, l'apport protéique, il devient stratégique. Ça ne veut pas dire je mange un steak le matin, le midi et le soir. Ça veut dire je construis mes repas autour d'une vraie source de protéines en variant des œufs, du poisson, de la volaille, de la viande de qualité, des yaourts grecs par exemple, des fromages blancs riches en protéines, des protéines végétales en les associant intelligemment si on ne mange pas de protéines animales. Ça peut être du tofu, du tempeh, des légumineuses, mais attention à ces derniers quand même qui contiennent plus de glucides, donc un apport calorique plus important également. On peut aussi ajouter de la whey, des poudres de protéines ou de protéines végétales, mais pas comme solution unique ni surtout comme solution magique. La règle simple, c'est à chaque repas, où sont mes protéines? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Pas est-ce que j'ai mangé léger? Est-ce que j'ai été raisonnable? Est-ce que j'ai évité les pièges? Est-ce que j'ai bien limité le gras? La vraie question, c'est où est ma source de protéines dans mon repas? Après 40 ans, cette question est vraiment fondamentale. Ça revient à dire, est-ce que ce repas m'aide à préserver mon muscle? Et pour beaucoup de femmes, pour parfois la majorité des femmes même, la réponse est non, clairement. Donc ce pilier-là, très important. Le quatrième, c'est pareil, c'est hyper sous-estimé, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est peut-être un des piliers que tout le monde connaît, mais presque personne ne le respecte vraiment. On va changer plus souvent sa télé que son matelas, c'est un tort. Et chez les femmes en périménopause, le sommeil devient évidemment, on le sait, beaucoup plus fragile. Certaines vont avoir du mal à s'endormir, se réveiller à 3 heures du matin, d'autres transpirent la nuit de manière hyper inconfortable, certaines vont dormir 8 heures mais se réveiller épuisées, et beaucoup finissent par croire que c'est psychologique en partie et que de toute façon il n'y a pas de solution. Alors c'est pas dans la tête, le sommeil il est influencé par les hormones, il est influencé par la glycémie, par le cortisol, par l'alcool, par la température corporelle, bien sûr, donc les bouffées de chaleur, par les réveils pour aller aux toilettes, par le stress, par l'exposition à la lumière et par la qualité de votre matelas, la qualité de votre oreiller. Le fait de sentir son conjoint qui se réveille et qui bouge. Quand le sommeil se dégrade, la santé en général se dégrade. La faim augmente. On mange jusqu'à 30% de plus le lendemain. Les envies sucrées augmentent. La sensibilité à l'insuline diminue. La récupération musculaire, elle baisse. L'humeur, on le sait, elle est plus instable. La peau même récupère moins bien, comme tout l'organisme. Et au niveau cérébral, on a beaucoup plus de brouillard mental, entre autres. Donc, non, bien dormir, c'est pas une perte de temps. C'est un traitement métabolique, hormonal, cognitif, esthétique. Il y a quelques règles simples mais puissantes. On essaye de garder une heure de réveil stable, même le week-end. On s'expose à la lumière naturelle le matin, même quelques minutes. On me déconnecte toutes les sources de lumière dans la chambre. On évite l'alcool le soir, on limite un peu les épices, même si on a l'impression que ça détend. On dîne le plus tôt possible. La chambre, elle reste fraîche, pas trop chaude. Pas d'écran, évidemment, au lit. Et si vous avez des périodes d'insomnie, attention aux siestes trop longues en journée qui peuvent aussi altérer le sommeil de la nuit suivante. Concernant la mélatonine, c'est pas un somnifère, c'est plutôt une aide à l'endormissement. Et les doses très élevées, elles sont clairement pas nécessaires, hein. Il faut y aller progressivement et réajuster le traitement avec son médecin. Mais ça peut aider certaines femmes. Surtout chez les femmes de 45-50 ans.
qui dorment pas bien, il faut se poser la question, est-ce que c'est mes bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les réveils urinaires, auquel cas limiter un peu les apports hydriques le soir? Est-ce que c'est l'anxiété, une hypoglycémie nocturne, un repas peut-être trop tardif, un stress, un cortisol un peu élevé? Est-ce que je ferais pas de l'apnée du sommeil? Parfois la thyroïde joue elle aussi. Est-ce que complémentaire en magnésium ou en vitamine D m'aide pas à dormir? Est-ce que mon matelas est correct? Le sommeil, il n'est pas isolé, hein, il est vraiment le reflet, je vous le disais, de la santé en général et de tout un système. Le dernier pilier, c'est la santé émotionnelle. Et je vais insister là-dessus parce que probablement c'est lui le pilier le plus sous-estimé. On peut avoir une bonne alimentation, un programme sportif parfait, des compléments adaptés, un bilan biologique nickel, et finalement on va quand même pas bien. La longévité sans lien social, sans joie, sans sécurité émotionnelle, sans sentiment d'être utile, ça n'a pas beaucoup de sens. Et la santé émotionnelle, c'est pas le bonus. C'est un pilier biologique, en fait, de bien-être et de santé. Le stress chronique, on le sait, ça augmente le fonctionnement des surrénales, ça augmente le cortisol, ça perturbe le sommeil, ça favorise les compulsions alimentaires, ça altère la récupération, ça modifie la perception de la douleur et ça entretient une inflammation de bas grade. Donc ça peut vous faire vieillir plus vite, dans le corps comme dans le visage, hein, notamment. Ça, je le vois très souvent en consultation, certaines femmes qui sont un peu isolées, qui viennent pour un relâchement des cernes, une peau terne, un visage qui est trop fatigué, bien sûr. On peut parler collagène, laser, injection, inducteur tissulaire, micronutrition, mais parfois, le visage, il raconte aussi des années de charge mentale, des nuits courtes, de la solitude, une tension, une suradaptation à l'environnement. Et si on traite juste la peau, sans regarder la vie derrière, ce qu'on peut améliorer, recréer du lien, avoir des activités qui nous plaisent, on passe souvent quand même à côté de quelque chose. Donc, on ne va pas essayer de psychologiser tout, mais le but c'est de comprendre que tout est lié. Il n'y a pas le mental d'un côté, le corps de l'autre. Il faut comprendre que le corps, il ne se sépare pas du mental. Les hormones, le métabolisme, l'apparence, tout ça c'est en lien. Le système nerveux parle à nos hormones, les hormones conditionnent notre sommeil, le sommeil conditionne l'état de la peau, elle va aussi jouer au niveau de l'inflammation et tout ça, c'est très connecté. Donc oui, prendre soin de ses relations, de ses limites, de son environnement émotionnel, c'est aussi prendre soin de sa santé. Donc c'est pas de manière vague, hein, voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir des solutions concrètes. J'aimerais que vous me disiez, est-ce que vous avez des personnes à qui vous pouvez vraiment parler, à cœur ouvert, parler de tout? Est-ce que vous vous sentez utile? Posez-vous ces questions. Est-ce que vous avez encore des projets qui vous font vibrer, qui vous font rêver? Est-ce que votre vie à l'heure actuelle, elle vous nourrit ou elle vous épuise plutôt? Est-ce que vous sentez votre corps en sécurité ou en épuisement? C'est des questions qui font partie de la santé qu'il faut se poser de temps en temps. Parce qu'une femme qui dort mal, qui mange mal, qui a une mauvaise récupération, forcément s'isole de plus en plus et vit sous tension, on a une altération potentielle de sa santé. Alors maintenant, concrètement, par quoi on commence? On arrête de chercher la solution miracle. C'est pas ni une crème, ni un complément alimentaire, ni une molécule, ni un programme sportif, ni même une séance de laser, ni un régime. La vraie stratégie, c'est la synergie, en fait. C'est l'accumulation intelligente de stratégies qui sont toutes bénéfiques à la santé et qui le sont encore plus quand elles sont liées entre elles. Du renfort 2 à 3 fois par semaine, de la marche régulière, voire de la marche en pente si vous faites du tapis, une vraie source de protéines à chaque repas, un sommeil priorisé, un bilan biologique interprété intelligemment, une attention portée aux hormones, à la thyroïde, au fer, la vitamine D, l'insuline, le cortisol si besoin, et une vie émotionnelle qui ne nous détruit pas en silence. Deuxième étape, mesurez ce que vous voulez préserver. Le poids seul ne suffit pas. Regardez le tour de taille. Regardez votre force musculaire, votre capacité à monter les escaliers, combien d'étages vous montez sans être essoufflé, votre équilibre. Vous tenez sur une jambe les yeux fermés? La qualité de votre sommeil, l'énergie que vous ressentez le matin au réveil, votre récupération après l'effort, votre masse musculaire si vous avez accès à une balance fiable, votre bilan métabolique. La balance, elle raconte pas une petite partie de l'histoire. Une femme peut perdre du poids, mais perdre du muscle aussi.
Donc elle sera plus légère, mais elle sera plus fragile. Une autre peut perdre du poids, mais gagner du muscle, en tour de taille, mieux dormir, avoir meilleure mine, se sentir plus forte. Donc c'est cette deuxième-là qui va nous intéresser, clairement. Troisième étape, pensez à votre corps à venir, votre futur corps. Pas le corps de la plage, hein, pas le bikini body, le summer body, tout ça. Pas le corps pour un mariage, pas le corps pour une photo. Non, votre corps quand vous aurez 70 ans, ou 80 peut-être. Il sera comment? Votre corps qui éventuellement devra se relever après une chute, qui devra porter une valise parce que vous voyagerez encore. Un corps qui devra vous permettre d'aimer, de créer, oui, de voyager, de vivre pleinement toutes vos activités. La question, c'est pas comment être sculpturale cet été, comment être parfaite cet été, avoir mon bikini body. La question, c'est quel corps je suis en train de construire pour les 30 prochaines années? C'est ça réellement qu'il faut se demander. C'est vraiment ce type de question qui change tout dans les habitudes qu'on va mettre en place parce qu'on vous sort comme ça de la coercition, la punition, les injonctions. Les femmes en ont assez. Il faut sortir des régimes, de la culpabilité également et ça nous remet dans une logique positive, proactive, de construction. Vous êtes en grande partie responsable de votre santé. Vous ne faites pas du sport pour uniquement la silhouette et parce que vous détestez votre corps, mais vous vous entraînez parce que vous voulez pouvoir l'habiter longtemps et prendre soin de lui. Vous ne mangez pas des protéines parce que c'est une mode, vous mangez des protéines parce que vos muscles en ont besoin pour votre future autonomie. Vous ne dormez pas parce que vous êtes faible, vous dormez parce que votre cerveau, vos hormones, votre peau, votre corps en ont besoin. Vous ne prenez pas soin de votre santé émotionnelle parce que vous êtes fragile ou égoïste. Vous le faites parce que le corps ne peut pas rester performant et en bonne santé dans une vie épuisante. Et c'est probablement le message le plus important de cette vidéo. Vieillir, ça n'est pas une question d'âge. Vieillir, c'est une question de ressources, de réserve. Quelle est votre réserve musculaire, votre réserve osseuse, votre capital, on pourrait dire, votre réserve métabolique? Quelle est votre réserve neurologique, cognitive et votre réserve émotionnelle? Et toutes ces réserves, elles se construisent avant même d'en avoir besoin. On ne commence pas à travailler son équilibre après la chute. On ne commence pas à construire du muscle après une fracture ou après une intervention. D'ailleurs, on se remet bien plus vite d'une intervention chirurgicale si on a déjà une bonne masse musculaire. On ne commence pas à se protéger au niveau du sommeil quand on est épuisé ou en burn-out. On ne commence pas à regarder ses hormones après 10 ans de symptômes qu'on a essayé d'ignorer. Alors on peut, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, si vous avez 40, 45, 50 ans, c'est maintenant en fait que tout se joue. C'est pas dans la panique, c'est pas ça que je dis, c'est pas dans la peur surtout, mais c'est dans la bienveillance et dans la lucidité. Personne n'est condamné à subir son âge. On n'est pas obligé d'accepter la fatigue comme une fatalité, on n'est pas obligé de voir sa force diminuer, sa silhouette s'empâter, son sommeil s'altérer et son énergie s'effondrer sans rien comprendre. Mais il faut arrêter de penser que la santé commence quand la maladie est déjà installée. Souvent, c'est là qu'on s'y intéresse, et bien évidemment, c'est moins optimal que de prévenir. La santé, ça se construit, et ça se construit avant les problèmes. Votre corps de demain, il dépend énormément de ce que vous répétez aujourd'hui, de ce que vous faites pour lui aujourd'hui. Alors, si vous ne deviez retenir qu'une chose, peut-être, après 40 ans, après 35, 40 ans, la priorité, c'est pas seulement de paraître plus jeune. La priorité, c'est de devenir un peu indestructible, j'aime bien ça, de devenir difficile à fragiliser avec l'effet du temps, d'être plus forte, d'être plus stable, d'être plus musclée, d'être mieux nourrie, de mieux vous reposer, d'être mieux entourée aussi, se débarrasser évidemment des relations qui ne nourrissent pas. Et évidemment, c'est souvent comme ça qu'on vieillit aussi mieux sur le plan esthétique parce que la peau, le visage, la silhouette, elles vieillissent pas en dehors du corps qui les porte.
Alors si cette vidéo vous a plu, si elle vous a parlé, pensez à vous abonner, à la liker, partagez-la à vos amis. Ici, je vous aide à comprendre ce qui change, notamment après 40 ans, les hormones, le métabolisme, le poids, la fatigue, périménopause, ménopause, grâce à la micronutrition, la médecine esthétique et surtout, j'aimerais que vous la partagiez cette vidéo à cette femme qui pense qu'elle est seulement fatiguée ou en train de vieillir. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.